24 News, il est 17h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, la deuxième étape de la trêve à Gaza suspendue à cause du non-respect de la première phase par l'entité sioniste. Un compromis reste encore à trouver. Et dans une ville détruite par 15 mois de génocide, le système éducatif repart de zéro. Alors que la trêve a permis à certaines écoles de rouvrir, les cicatrices laissées par le conflit rendent la reprise difficile. Nous en parlerons dans ce journal. Crise entre Alger et Paris, Jean-Luc Mélenchon dénonce une attitude de vieille France rance de la part du Premier ministre François Bayrou et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. À l'occasion du début du mois sacré de Ramadan, la nouvelle chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye appelle les Libyens à travailler ensemble pour la reconstruction d'un avenir sûr et juste pour le pays. Et enfin, conflit en Ukraine, Moscou réagit à la rencontre controversée entre Trump et Zelensky à Washington, affirmant que ses objectifs en Ukraine restent inchangés. Bonsoir à toutes et à tous. La première phase de l'accord de trêve à Gaza touche à sa fin, mais pas comme prévu initialement. La prochaine étape paraît suspendue, un compromis encore à trouver. Pour rappel, l'accord en question est entré en vigueur le 19 janvier après 15 mois d'un génocide qui a fait des dizaines de milliers de martyrs palestiniens. De son côté, le Hamas campe sur son refus de discuter d'autre chose que de la mise en œuvre d'une deuxième phase censée garantir la fin définitive du génocide et le retrait total des troupes sionistes de Gaza, ainsi que la libération des détenus palestiniens. Et à ce propos, le Hamas a annoncé ce samedi son rejet de la prolongation de cette première étape dans sa forme actuelle. Le porte-parole du mouvement Hazm Qassem a d'ailleurs confirmé dans une déclaration à la télévision Al Arabiya qu'il n'y avait pas de négociation concernant la deuxième phase et que l'occupation se dérobait à son engagement de se retirer complètement de Gaza, tout en voulant récupérer ses captifs avec la possibilité de reprendre l'agression sur la bande, des conditions inacceptables pour la résistance palestinienne. Et pour le monde musulman, ce samedi coïncide avec le début du mois sacré de Ramadan, un mois qui s'annonce difficile en Palestine, en particulier en Cisjordanie occupée où les raids d'agression sionistes se poursuivent dans le gouvernorat de Tulkarm pour le 34e jour consécutif. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les forces d'occupation ont forcé les civils à évacuer leurs maisons dans le quartier de Jabal al-Nasr, dans le camp de Nour Shams, et plusieurs habitations ont également été incendiées. De retour dans la bande de Gaza où le 29e groupe de blessés palestiniens et leurs familles ont enfin quitté la bande ce samedi via le terminal de Rafah pour être soignés à l'étranger. Le ministère palestinien de la Santé a rapporté que le groupe comprenait 33 blessés et malades accompagnés de 55 de leurs proches. Le mois de Ramadan s'annonce donc compliqué pour les habitants de Gaza. À ce propos, le Programme alimentaire mondial a déclaré ce samedi que le cessez-le-feu dans la bande devait impérativement se poursuivre afin de subvenir aux besoins de tous. Pour rappel, après 6 semaines de trêve, les équipes du PAM ont pu atteindre 1 million de personnes à travers la bande de Gaza en rétablissant les points de distribution d'approvisionnement, en rouvrant les boulangeries et en élargissant l'aide en espèces. 40 000, c'est le nombre de Palestiniens déplacés confrontés à des conditions humanitaires difficiles. C'est ce qu'a annoncé le directeur des affaires de l'UNRWA en Cisjordanie occupée, Adam Bouloukos. Et de son côté, le commissaire général de l'agence, Philippe Lazzarini, a confirmé que se débarrasser de l'UNRWA ne résoudra pas la question des réfugiés palestiniens en tant que question politique, soulignant que l'agence onusienne est l'épine dorsale des opérations d'aide dans la bande de Gaza et qu'elle continuera à œuvrer pour fournir des soins de santé et une éducation aux Palestiniens en Cisjordanie occupée.
Depuis le 7 octobre 2023, Gaza vit sous le poids d'un génocide dévastateur et le système éducatif se trouve au cœur de cette crise. Alors qu'un cessez-le-feu fragile a permis à certaines écoles de rouvrir, les cicatrices laissées par le conflit rendent la reprise difficile. Maria Chouillard. Depuis le 7 octobre 2023, Gaza traverse une période difficile, marquée par des interruptions régulières des activités éducatives. Aujourd'hui, alors qu'un cessez-le-feu a été instauré, le système scolaire fait face à des défis sans précédent. Tôt le matin, Mohamed Farran, qui avait fui Gaza avec sa famille pour échapper au bombardement génocidaire, est enfin rentré chez lui. La première chose qu'il a faite, c'est d'amener sa fille à l'école. Pendant la guerre, de nombreuses écoles et autres établissements scolaires ont été gravement endommagés. Grâce à Dieu, il y a enfin une lueur d'espoir. Je dois envoyer ma fille à l'école le plus vite possible. J'espère qu'elle pourra continuer à aller à l'école. Pour les écoles primaires et secondaires à Gaza, la nouvelle année scolaire a débuté fin février, dans un contexte de cessez-le-feu fragile qui n'a pas permis une véritable reprise normale des activités scolaires. Plus de 300 enfants avaient été réinscrits à l'école, mais ce chiffre représente moins de la moitié du nombre total d'élèves inscrits avant le début du génocide sioniste. J'avais trop peur de la guerre et des bombardements pour aller à l'école. Maintenant, je suis de retour et je suis heureuse de jouer avec mes camarades de classe. La violence et l'instabilité persistantes dans la région affectent gravement la santé mentale des enfants et du personnel éducatif. Le traumatisme généré par les violences et les pertes vécues rendent difficile la concentration et l'engagement des élèves dans leurs études. Les jeunes générations de Gaza risquent de porter les cicatrices de ce conflit sur leur avenir éducatif, ce qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur leur développement et sur celui de la société tout entière. Comme leurs études sont interrompues depuis plus d'1 an, les élèves rencontrent de grandes difficultés en lecture et en écriture. En même temps, notre matériel pédagogique est en pénurie. Il n'y a pas assez de stylos ni de cahiers. Il y a aussi d'autres difficultés, comme le manque criant de bureaux. De nombreux élèves subissent une forte pression psychologique et ont besoin d'un traitement. À Gaza, l'éducation devient un rêve fragile, constamment menacé par la guerre. Dans une enclave asphyxiée, chaque enfant mérite de grandir, d'apprendre et de croire que la paix, un jour, pourra devenir leur avenir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré vendredi qu'il se joindrait à une réunion d'urgence de la Ligue arabe au Caire la semaine prochaine pour discuter de la reconstruction de Gaza, alors que les États arabes envisagent un plan d'après-génocide pour l'enclave palestinienne afin de contrer la proposition du président américain Donald Trump. Mardi prochain, je serai au Caire pour participer au sommet extraordinaire de la Ligue des États arabes afin de discuter de la reconstruction de Gaza. Gaza et la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, doivent être traités comme une seule et même entité politiquement, économiquement et administrativement. Elles doivent être gouvernées par un gouvernement palestinien accepté et soutenu par le peuple palestinien. That is accepted and supported by the Palestinian people. Pour Antonio Guterres, le sommet de mardi est une opportunité pour les dirigeants du monde arabe de se réunir et de discuter des éléments nécessaires pour assurer la paix et la stabilité à Gaza. Il faut un cadre politique clair qui pose les bases du redressement et de la reconstruction et de la stabilité durable de Gaza. Et ce cadre doit être basé sur des principes clairs. Cela signifie qu'il faut rester fidèle aux fondements du droit international. Cela signifie empêcher toute forme de nettoyage ethnique. Cela signifie que Gaza reste une partie intégrante d'un État palestinien indépendant, démocratique et souverain, sans réduction de son territoire ni transfert forcé de sa population. Democratic and sovereign Palestinian state with no reductions in its territory or forced transfer of its population.
Avant de boucler le dossier palestinien, la Suisse a convoqué le 7 mars prochain une conférence internationale sur la situation des civils dans les territoires palestiniens occupés par l'entité sioniste, demandée par l'Assemblée générale de l'ONU. La Suisse avait été mandatée le 18 septembre dernier par l'Assemblée pour organiser cette conférence et évoquer la protection de la population civile dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds-Est, sur la base de la 4e Convention de Genève. Au Liban, la récente agression sioniste contre le pays a contraint de nombreux enfants à fuir leur foyer, à endommager les infrastructures assurant des services essentiels et a également infligé des blessures physiques et émotionnelles aux enfants de tout le pays. C'est ce qu'a indiqué un nouveau rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Selon l'UNICEF, les agressions sionistes ont causé des ravages chez les enfants, affectant presque tous les aspects de leur vie, leur santé, leur scolarité et en fin de compte, tout leur avenir. L'évaluation a révélé un tableau très sombre de l'état nutritionnel des enfants, en particulier dans les gouvernorats de Baalbek et de la Bekaa, qui sont restés densément peuplés alors qu'ils ont été la cible de frappes aériennes répétées l'année dernière. Dans ces régions de l'est du pays, plus de la moitié des enfants de moins de 2 ans souffrent d'une pauvreté alimentaire sévère, soit plus du double de ceux qu'il y a un an. Les familles syriennes vivant en Égypte, particulièrement celles venues de Damas, continuent de faire vivre la takriza, une tradition damassène qui consiste à organiser un repas communautaire la veille du début du mois sacré du Ramadan et durant lequel les familles, les voisins et les proches se retrouvent dans des endroits publics autour de tables bien garnies avant de se consacrer au culte pendant le mois du jeûne. Souhila Kelal. En plein air, dans le parc Nofra au nord-est du Caire, règne comme une atmosphère festive. De nombreuses familles syriennes vivant en Égypte se sont réunies pour partager un dernier repas convivial la veille du début du mois sacré du Ramadan. Cette tradition syrienne, connue sous l'appellation takriza, est une coutume propre aux habitants de Damas. La tradition de la takriza est une vieille coutume bien connue des habitants de Damas. Elle a lieu pendant la dernière semaine du mois de Sha'ban, juste avant le début du Ramadan. Les familles se rendent dans les lieux publics comme la place des Ouméades, Arabois et d'autres sites touristiques célèbres de Damas. L'un des aspects clés de takriza est un festin généreux avec plein de plats délicieux. Les familles se réunissent joyeusement, certains apportent de la nourriture, d'autres des boissons. La takriza a été introduite en Égypte par les Damassènes qui ont quitté la Syrie au début de la guerre. Au fil du temps, les familles syriennes ont continué à perpétrer cette tradition qui leur rappelle leurs racines. La takriza se déroule généralement dans des lieux publics et consiste en un festin communautaire composé d'une variété de plats syriens préparés à la maison, achetés dans les commerces ou même préparés sur place comme les grillades. Un moment de partage et de célébration qui fait vivre l'esprit de Damas au-delà de ses frontières. Nous partageons cette tradition avec nos familles en Syrie et dans toutes les provinces, en particulier à Damas. Cette vieille coutume damassène est profondément enracinée. Nous aimerions pouvoir être là avec nos proches en Syrie en ce moment pour célébrer la joie de la takriza du Ramadan. De nombreuses familles syriennes vivent ici en Égypte. Elles se rassemblent pour faire revivre l'esprit de Damas malgré le froid de ces derniers jours. On sent aujourd'hui un véritable retour aux traditions damassènes et à leur authenticité. Cette journée est particulière car les gens profitent d'un bon repas et d'une sortie agréable avant le début du Ramadan. Au-delà d'être un héritage damassène, la takriza favorise les liens sociaux entre les Syriens expatriés et leur permet de perpétuer leur héritage culturel et l'inclure à leurs enfants. Dans le reste de l'actualité, les tensions entre Alger et Paris semblent toujours loin de s'apaiser. Pour le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, l'attitude du Premier ministre Bayrou et du ministre de l'Intérieur Retailleau est celle d'une vieille France rance qui continue à régler des comptes avec l'Algérie au moment où il faudrait au contraire créer de l'harmonie. On écoute. L'attitude de M. Retailleau, de M. Bayrou, c'est celle de la vieille France rance qui continue à régler des comptes avec l'Algérie,
au moment où il faudrait au contraire s'employer tous les jours à créer une harmonie toujours plus grande entre nos peuples. Après, eh bien, chaque pays choisit le gouvernement qui lui convient. Alors ça suffit, monsieur Bayrou, hein. Allez vous occuper de ce qui se passe dans votre coin et pour une fois essayez d'y faire attention. Ne laissez pas monsieur Retailleau décider de ce que va être la relation des Français et des Algériens. C'est une relation de famille. Et dans une famille, on ne traite pas les gens à coups de pied. Solidarité internationale avec le Sahara occidental, un groupe de militants russes, d'étudiants sahraouis étrangers, de représentants de partis et de professeurs ont commémoré ce samedi le 49e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, exprimant leur solidarité absolue et leur soutien à la lutte du peuple sahraoui et dénonçant les crimes répétés de l'occupation. Justement, les crimes du régime marocain au Sahara occidental se poursuivent. Le journaliste sahraoui Bahi Berka a été brutalement agressé vendredi par des hommes du Merzen, selon ce qu'a rapporté l'équipe de télévision sahraoui Al Ayoun occupée. Le journaliste Bahi Berka a été violemment torturé après avoir été kidnappé par des policiers marocains en civil. La capitale marocaine Rabat a été le théâtre vendredi d'une manifestation de solidarité avec la cause palestinienne et d'un rejet des projets visant à déporter les Palestiniens de la bande de Gaza et s'en emparer. Le sit-in organisé par le groupe de travail pour la Palestine a vu des dizaines de participants brandir des slogans en soutien aux différentes factions palestiniennes et d'autres dénonçant la persistance et l'entêtement du régime marocain dans la normalisation des relations du royaume avec l'entité sioniste. On en parlait tout à l'heure en titre, la chef de la mission d'appui des Nations Unies pour le pays, Anna Serroua Tété, a appelé les Libyens à travailler ensemble pour renforcer la stabilité, panser les blessures du passé et contribuer à la construction d'un avenir juste, sûr et prospère pour tous. Dans un communiqué publié par la mission sur son site internet à l'occasion du mois de Ramadan, la chef de la Manul a appelé tous les acteurs libyens à s'inspirer de l'esprit de bonté, de paix et de consensus durant ce mois sacré et à envisager de faire les concessions nécessaires pour combler le fossé qui les sépare et jeter les bases de la stabilité, de la prospérité au profit des générations futures en Libye. Escalade des violences en République démocratique du Congo. Le bilan des 2 explosions à Bukavu dans l'est de la RDC s'est alourdi à 16 morts. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir le gouvernement congolais. En plus des 16 personnes tuées, 95 autres ont été grièvement blessées. Pour rappel, les explosions se sont produites lors d'un discours du chef du M23, Corneille Nangaa, sur la place centrale de la ville. Dans ce contexte, les habitants de Bukavu se sont précipités pour donner du sang vendredi après que les réserves des hôpitaux ont été épuisées à la suite des explosions dans la région. Nous avons reçu l'appel qui disait qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de sang car l'unité de la banque de sang est en rupture de stock et pour cela, j'ai décidé de venir aider les autres. J'ai répondu à l'appel qui circulait dans les groupes de donneurs. Nous avons été invités à venir donner notre sang après le problème qui a frappé nos frères hier, afin qu'ils puissent retrouver la vie. C'est pourquoi nous sommes venus tôt ce matin pour aider à sauver des vies. Nous sommes en train de prélever les donneurs bénévoles de sang pour que nous puissions secourir les patients qui ont été atteints par balles et même les blessés des circulations routières. Et ça nous permet de faire la transfusion parce qu'actuellement nous avons une forte demande en sang par rapport à la quantité que nous avons régulièrement chez nous. Et sachez qu'au moins 23 personnes ont été tuées, une vingtaine enlevées par des éléments du groupe armé ADF dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Selon des sources locales et humanitaires, le groupe armé a mené des attaques mardi et mercredi dans plusieurs localités du territoire de Mambasa, situé dans la province de l'Ituri.
Et au Soudan, le mois sacré du Ramadan va débuter dans un contexte de guerre qui dure depuis plus de 2 ans, rendant la vie difficile pour les Soudanais. Les habitants de Port-Soudan, eux, tentent de faire leurs achats pour le mois du jeûne malgré une augmentation des prix sur de nombreux produits. À Madame Zianzitounier. Pour la 2e année au Soudan, l'esprit de générosité et des réunions familiales qui marquent traditionnellement le mois de jeûne musulman du Ramadan sont éclipsés par la guerre, la faim et les difficultés économiques. À Port-Soudan, ville relativement épargnée par les violences, les marchés sont ouverts, mais les denrées alimentaires sont devenues pour beaucoup inabordables en ce mois sacré du Ramadan. Certains prix sont à la portée, mais le prix du sucre est passé de 1000 livres soudanaises à 120 000. En ce qui concerne les prix de la viande, ils n'ont pas augmenté. Le veau coûte 24 millions et le mouton 28 millions. Mahmoud Abdelkader, un autre habitant de Port-Soudan, partage la même frustration. Les prix sur le marché diffèrent. Certains produits sont chers, tandis que d'autres sont très chers. Nous avons du mal à acheter les produits du Ramadan, car ils sont très chers. Le conflit dans ce pays a éclaté en avril 2023 entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts, jeté sur les routes plus de 12 millions de personnes et créé une pénurie alimentaire qui se traduit par une famine dans plusieurs régions. Et avec le mois de jeûne, la situation est bien pire. Les citoyens vivent dans des conditions de guerre et souffrent du manque de revenus. J'aimerais que les commerçants tiennent compte de ces conditions, mais les prix sont très élevés, en particulier à Port-Soudan, où les gens ont du mal à se procurer des produits pour le Ramadan. Dans les zones directement touchées par les combats, la situation est encore plus catastrophique. Dans certaines parties du Darfour et du Kordofan, où les voies d'approvisionnement en nourriture ont été coupées, la famine s'est installée. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a prévenu jeudi que le Soudan sombrerait dans l'abîme sans un arrêt immédiat de la guerre et sans aide humanitaire. Conflit en Ukraine, le ministère russe de la Défense a revendiqué ce samedi la prise de 2 nouvelles localités à l'est de l'Ukraine. Il s'agit, selon la même source, des villages de Soudné et de Bourletske dans le sud de la région de Donetsk. Et pour Moscou, les objectifs en Ukraine qui passent par l'annexion des territoires occupés et la démilitarisation du pays restent inchangés. Selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, la reconnaissance des réalités existantes sur le terrain est primordiale. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré dans une interview donnée à la chaîne Fox News ses exigences de garantie de sécurité de la part de ses alliés occidentaux, et ce afin de pouvoir mettre fin au conflit avec la Russie. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, un cessez-le-feu sans garantie de sécurité, c'est un sujet très sensible pour notre peuple. Je parle en tant que président d'un peuple qui se bat depuis 3 ans et qui veut simplement entendre que l'Amérique est de son côté et qu'elle reste avec vous, pas avec les Russes. Avec nous, c'est tout. Mais je suis sûr que ce sera le cas. L'accord sur les minéraux est la première étape vers des garanties de sécurité. Et en sortant de la controversée réunion dans le bureau Oval avec son homologue ukrainien, le président Donald Trump a déclaré que le président Zelensky avait exagéré dans ses réactions après lui avoir posé un ultimatum, faire la paix ou perdre le soutien américain. Nous avons eu une réunion, comme vous le savez, avec le président Zelensky et je dirais que cela n'a pas vraiment fonctionné de son point de vue. Je pense qu'il a vraiment exagéré. Nous recherchons la paix. Nous ne cherchons pas quelqu'un qui va signer en tant que puissance forte et ensuite ne pas faire la paix parce qu'ils se sont incités. Et c'est ce que j'ai vu se produire. Je cherche la paix. Nous ne cherchons pas
à entrer dans une guerre de 10 ans et à jouer à des jeux. Nous voulons la paix et j'ai juste eu l'impression que si nous faisons cela, si nous signons, ils recherchent quelque chose que je ne cherche pas. Ils cherchent à continuer à se battre et à se battre. Nous cherchons à mettre fin à la mort. Environ 2000 personnes sont mortes cette semaine, des jeunes Ukrainiens et des Russes. Et la Russie a également réagi à la réunion Trump-Zelensky, l'estimant avoir été un échec complet après l'altercation du président ukrainien avec Donald Trump. Moscou a accusé le dirigeant ukrainien de refuser la paix, d'être obsédé par la poursuite de la guerre et d'être incapable de faire preuve de sens des responsabilités. Fin de citation. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.